Merci de m'avoir invité. Oui, effectivement, quelques mots sur le SIGREF. Le SIGREF, ça veut dire Club informatique des grandes entreprises françaises. Un petit côté un peu vintage, le terme informatique ayant aujourd'hui un peu disparu. C'est une vieille institution qui va fêter ses 50 ans en 2021. Et en fait, le SIGREF a été créé par 5 directeur informatique en 1971 qui représentait un peu les pionniers de l'informatisation de la société. Et c'est ça qui est intéressant de constater, c'est que finalement aujourd'hui, la digitalisation de la société, c'est un phénomène un peu de même ampleur et de même impact. Donc en 1971, ces 5 DSI se sont regroupés. Il y avait pas mal qui étaient dans le quartier d'ailleurs, parce que les banques étaient dans les pionniers. Et le SIGREF est né comme un club d'entreprise. Ce n'est pas un club de personnes, c'est un club d'entreprise. Ce sont des entreprises qui adhèrent. On a donc à peu près 150 grandes entreprises françaises qui sont adhérentes du SIGREF. Et qu'est-ce qu'on y fait? On fait 3 choses. Et on essaye de faire en sorte que ce qu'on y fait rayonne et diffuse dans l'écosystème de l'IT. Alors la première chose qu'on fait, on appelle ça le métier de l'intelligence, c'est-à-dire qu'on produit des supports, on produit du fond sur des sujets qui nous semblent intéressants chaque année, qu'on renouvelle. Là, on a eu l'Assemblée générale il n'y a pas longtemps, en présence du ministre du numérique. Les sujets, par exemple, cette année, c'est la géopolitique du cyberespace, c'est éthique et morale dans le digital, c'est philosophie et digital. Ça peut être aussi architecture et agilité, ça peut être la 5G, ça peut être l'intelligence artificielle, quelle mise en œuvre at scale. Voilà. Donc, premier métier, l'intelligence, et on peut trouver nos publications en libre accès d'ailleurs sur Internet, enfin sur le site du SIGREF. La deuxième chose, c'est influence. C'est essayer d'influencer les grands acteurs de l'écosystème. Alors premièrement, gouvernement, Commission européenne à travers l'EuroCIO et tous les acteurs qui influencent la réglementation et les régulations. Et deuxièmement, et ce n'est pas le moindre, les fournisseurs. Quel dialogue équilibré peut-on avoir avec les grands fournisseurs de l'IT, étant entendu que ça devient de plus en plus difficile puisqu'on a affaire à des monstres qui, à l'échelle européenne en tout cas, font peu de cas du DSI français, de la petite entreprise française. Donc en groupe, on peut arriver à peser sur ces grands fournisseurs. Et puis la troisième mission du SIGREF, peut-être celle qui moi me touche le plus, c'est la mission d'appartenance. Faire en sorte que ceux qui représentent ces entreprises au nom de l'IT, c'est-à-dire le plus souvent les DSI, se retrouvent, se parlent, discutent, échangent, au fond avec humilité, avouent à cet endroit-là que le seul endroit où ils peuvent dire qu'ils ne savent pas, c'est là. C'est-à-dire qu'ensemble, on se dit, bah, là-dessus, on ne sait pas. Évidemment, quand nos chefs dans les comités exécutifs nous disent alors l'intelligence artificielle, la blockchain, machin, oh bon, on va faire comme si on savait. La réalité, c'est quand on est entre nous, on dit bon, bah, on ne sait pas forcément, et ce sentiment d'appartenance et de groupe est important pour pouvoir progresser ensemble. Voilà. Alors, avant de revenir sur la fonction même du DSI en 2019, que représente l'IT et le digital chez Air France KLM aujourd'hui? Alors, chez Air France KLM, plus précisément, donc à peu près 2200 personnes en interne se dédient à l'IT. On a une IT très centralisée dans les airlines depuis très longtemps. Heureusement d'ailleurs, c'est un atout, parce que c'est très complexe et aussi ça fait appel à des disciplines variées qu'on ne peut pas multiplier dans les métiers. Donc un budget de à peu près 700 millions d'euros en budget direct IT. On investit à peu près 200-250 millions d'euros par an en investissement pur, dont facilement les 2/3 dans le digital actuellement, vraiment. Je pense que sur les 3 années, entre 2017, 2018, 2019, on aura fait à peu près 450 à 500 millions d'investissements IT. Il y a 90 000 employés dans le groupe Air France KLM. Aujourd'hui, on a 130 000 devices. On en a plus que d'employés. Il y a beaucoup d'agents qui ont à la fois une tablette et puis un smartphone opérationnel. Voilà. On a 55 000 tablettes déployées, par exemple, pour donner une idée. Toutes les hôtesses, les pilotes, les stewards, le sol de plus en plus, le cargo, l'industriel, tout le monde. C'est une invasion de devices avec beaucoup d'applications. Donc c'est évidemment devenu stratégique au sens que toute stratégie dans ce groupe Air France KLM ne peut pas se concevoir sans
intégrer la part technologique et digitale. Donc c'est évidemment très important. Caractéristique peut-être d'Air France-KLM, nous avons gardé dans les métiers, les grands métiers de l'entreprise, une force de frappe qui représente, selon les métiers, entre 50 et 100 personnes qui vont se dédier à la digitalisation, à la transformation en lien avec l'IT. Donc on a la chance d'avoir ce point de relais dans les business et qui évidemment nous permet de démultiplier notre activité. Justement, une question qui coule de source. Donc, quel est l'impact de la transformation digitale sur l'IT ? Alors, c'est une question un peu générale, on pourrait y passer à peu près un an. Alors moi, je suis un vieux de l'IT, parce que j'ai démarré en 1984-85. Et au fond, déjà, le premier impact, c'est une sorte de entre guillemets, une victoire. C'est la victoire, c'est un peu la victoire des gens qui ont cru aux technologies de l'information il y a très longtemps et qui voient qu'aujourd'hui, ça y est, enfin, c'est sûr, c'est reconnu par les business, quels qu'ils soient, et par les générations, les CEO, les boards, les investisseurs, ces technologies de l'information comme un driver fondamental de transformation des usages, des process, de la performance. Et donc, pour des vieux de l'IT comme moi, c'est un vrai rêve, quelque part. Enfin, ça y est, il y a une reconnaissance. Alors, ça paraît idiot pour des jeunes générations, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de raconter. Mais pour les gens plus anciens, ça résonne fort. Et donc, on se sent. Alors, deuxième impact, c'est que du coup, en tant que IT et DSI, on se sent avec une vraie responsabilité sur les épaules. La digitalisation de l'environnement économique et sociétal, pour le DSI, ça veut dire H24, 7 sur 7, haute tension. Dès qu'il y a un problème, il faut résoudre vite, vite, vite. On est tous, je ne sais pas s'il y a des DSI ici, mais en tout cas, moi je le vis avec mes pairs, on a cette pression de la performance qui fait que par rapport à autrefois, on ne parle plus en jours, on ne parle plus en heures, on parle vraiment en minutes. Le deuxième aspect, par exemple chez nous, 1 minute de dysfonctionnement du système d'enregistrement, c'est 2 vols en retard. 10 minutes, ça va être 40, 1 heure, c'est les CRS et les avions ne partent plus. Donc la tension est très très grande. Mais le troisième élément, à mon avis, de transformation de l'IT à cause du digital, c'est la relation au business qui a complètement changé, qui est une relation plus équilibrée, où on peut faire vraiment de très belles choses ensemble, où on est impliqué plus en amont, où il y a un vrai, je pense, un respect réciproque qui est en train de s'établir et qui est tout à fait satisfaisant par rapport à ce qu'on pouvait vivre il y a 15-20 ans, où on était toujours critiqué d'être en retard, des bugs, enfin, etc. etc. Voilà. Donc, à quoi sert un DSI en 2019 ? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement ? Alors, à quoi on sert, ça, je ne sais pas. On sert à dépenser de l'argent, ça, c'est sûr. À quoi on sert ? Je pense que la première chose à laquelle il faut songer, c'est que la plupart des DSI, et en tout cas au SIGREF, on représente les grandes entreprises, donc la plupart des DSI portent une histoire. On a une longue histoire derrière nous. Et on ne peut pas dire qu'il y avait avant le digital et après, et entre les deux, il n'y a rien. Donc notre première mission, c'est quand même de porter cet héritage qui passe par des individus, par des systèmes, par des process. Et il faut le préserver, il faut le protéger et le faire évoluer. Il y a encore, dans certaines entreprises, à commencer par la mienne, des systèmes qui ont plus de 40 ans. Là, on a un système d'exploitation qu'on avait développé nous-mêmes à la main, un moniteur transactionnel hyper puissant qui tourne sur des machines Unisys. Il a 50 ans. En principe, normalement, si tout va bien, mi-2019, je le ferme. Ça aura pris 10 ans, 15 ans même, pour opérer cette sortie. Donc la première mission, c'est protéger le patrimoine et les acquis. L'IT, dans certaines entreprises, c'est vieux. Par exemple, la recherche opérationnelle, qui allie la mathématique aux data et au code, c'est vieux. Alors vous travaillez, Xebia travaille beaucoup avec nous dans ce domaine et depuis très longtemps, mais notre équipe de recherche opérationnelle, elle va fêter ses 60 ans l'année prochaine. 60 ans, ça fait 60 ans. Donc moi, ma première mission, c'est quand même de penser à ça. Bon, évidemment, la deuxième mission du DSI, c'est regarder, c'est projeter, c'est une vision, c'est entraîner ses équipes et les équipes business vers la modernité, vers l'innovation, en prenant un certain nombre de précautions autour des data, autour de la sécurité, le poids des fournisseurs, la scalabilité,
la capacité à durer. Donc on doit apporter ce qu'on a appris avec souffrance parfois pendant des années, on doit apporter tous ces atouts de la réussite des projets à la digitalisation. C'est le deuxième rôle. Le troisième rôle, c'est autant que possible participer à la construction de la stratégie des entreprises. Beaucoup d'entre nous, de plus en plus, on est dans les conseils de direction ou dans les comités exécutifs, et on n'y est pas simplement pour écouter. Je pense qu'on y est aussi pour apporter nos points de vue, contribuer à l'émergence de stratégies innovantes, disruptives, comme on dit aujourd'hui, qui vont non pas simplement protéger le core business, mais créer le nouveau, inventer le nouveau. Alors on n'est pas tout seul, hein. Évidemment on n'est pas tout seul, mais je pense que le rôle du DSI, c'est d'entraîner ce mouvement et de savoir à un moment donné dire oui c'est possible. Alors techniquement tout est possible, c'est ça qui est vachement bien. Par contre il peut y avoir d'autres freins et c'est à nous de les donner en termes par exemple à nouveau de sécurité, de données, de stockage, etc. Donc entraîner ce mouvement, est-ce que cela veut dire aussi que le DSI peut être le leader même de la transformation digitale? Alors moi, je le dirai plus tard peut-être, parce que ça fait partie des... Je pense qu'un DSI, ça doit essayer... D'abord, ça doit être modeste. Il y a une question d'humilité. On a payé dans le passé pour savoir combien c'est difficile. Moi, je pense qu'on fait le métier... J'ose dire, je pense qu'on fait le métier le plus difficile. Sincèrement. Bon, vous faites tous des métiers vachement difficiles. Je pense que le métier de DSI en 2018, c'est un métier vachement dur, vraiment difficile. Donc, je vais être très humble. Être leader de la transformation digitale, non. Enfin, il y en a d'autres. Enfin, on parlera peut-être des Chief Digital Officers, etc. En revanche, je pense qu'on a un rôle d'entraînement. Il faut qu'on soit dedans. On ne peut pas être à côté, regarder, critiquer, être en retrait, etc. Comment ça se traduit? Il faut changer nos méthodes de travail, qu'on est en train de faire, en essayant d'être plus agile, flexible, réactif, en disant toujours oui et non pas non. On était souvent, le DSI, c'était celui qui disait non. Ah non, c'est pas possible. Voilà, c'est Dr No. Mais no comme no. Hein. Maintenant, il faut mieux être Dr Now qu'N OW. Hein. Il faut essayer de dire qu'on sait et qu'on peut. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est, à mon avis, on doit être le leader de la transformation digitale dans son propre environnement, c'est-à-dire au sein de l'IT. Et l'impact de la transformation digitale à l'intérieur des directions informatiques est énorme, considérable. Il n'y a pas un jour où moi je ne me pose pas des questions, où je brainstorm pas avec mon équipe en me disant bon, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Par exemple, en ce moment, la grande question qu'on se pose, c'est quelle doit être notre stratégie cloud? Alors il y a plein de gens qui ont déjà répondu à la question. Enfin, je lis plein d'articles, nous ça y est. Nous on est assez modeste. Bien sûr qu'on est sur le cloud, évidemment qu'on est sur le cloud. Mais c'est quoi notre stratégie? Ce qui est un peu différent. Que le cloud soit stratégique, il l'est. Quelle est notre stratégie par rapport au cloud? Vous voyez, chaque jour on se dit bon. Par exemple, il y a une différence entre être cloud ready et cloud native. Moi, je suis modeste. Mon premier objectif, c'est d'être cloud ready. C'est-à-dire de pouvoir mettre sur le cloud à peu près tout ce que je fais ou tout ce que j'ai fait. Cloud native, c'est un deuxième niveau. C'est quand je développe quelque chose, de base, il est construit et optimisé pour aller sur le cloud. Ce type de débat, ça entraîne une grande transformation au sein des équipes. Par exemple, la containerisation, c'est une révolution. Pour un homme de l'art, c'est génial. Pour les gens de l'intérieur qui ont toujours fonctionné avec des principes simples, l'operating system, c'est absolument le cœur du débat. Vous pouvez expliquer maintenant, l'operating system, c'est marginal. Ah, ça c'est vachement difficile. Donc on doit être le leader de cette transformation-là, celle qui se passe à l'intérieur de nos équipes. Je pourrais développer les exemples. Il y a des transformations profondes autour, par exemple, de la relation client. Encore autre chose. Accepter que le business touche à l'IT. Alors ça, moi, même dans nos équipes, on a des gens qui sont effrayés à l'idée que le business puisse faire de l'IT. Moi, pas. De toute façon, un jour ou l'autre, ça finira chez nous, à peu près sûrement. Donc, au contraire, c'est un point positif. Il faut l'encourager. Là, on peut être leader.
de cette transformation par la prise en main du business lui-même sur certains sujets de l'IT. Donc, on est parmi les leaders de la transformation. On n'est certainement pas le leader. Enfin, modestement, en tout cas, moi, je ne me considère pas comme le leader. C'est vrai qu'on voit émerger depuis quelques années de nouveaux postes tels que les Chief Digital Officers ou les Chief Data Officers. Alors, seront-ils demain les nouveaux patrons de l'IT, comme on commence à le voir dans quelques rares entreprises? Alors, l'un de mes anciens présidents, parce que comme vous disiez, j'en ai eu 5, donc j'essaie de me rappeler lequel, il y en avait un qui disait « Moi, j'aime pas les chiefs et j'aime pas les officers ». Donc, alors, il avait juste retenu quand même CEO et CFO. Ça, il était d'accord. Tous les autres, il éliminait du vocabulaire. Bon, c'est juste joke. Chief Digital Officer. Je pense que, d'abord, les situations par rapport à la digitalisation sont tout à fait différentes selon les business. Pour certains business, comme le mien, transport aérien, quand vous dites digitalisation de l'entreprise, c'est un nouveau mot, certainement beaucoup plus partagé par le business, pour dire, finalement, informatisation du business. Je suis un peu provocateur, hein, mais c'est exprès. C'est-à-dire les technologies de l'information au service direct du business final, du front-end, du user. Voilà. Mais ils vont vous dire, mais ça fait 40 ans qu'on fait ça. Alors ok, les écrans étaient verts, mais avant on faisait déjà de la réservation avec des écrans de ça. Donc pour eux, c'est un peu un continuum. Et donc, il n'y a pas besoin d'un Chief Digital Officer juste à côté du président pour entraîner ce mouvement. Ce mouvement, de toute façon, il est quasi... Enfin, c'est presque la théorie d'évolution. Ça continue, c'est normal. Donc chez nous, il y a des Chief Digital Officers, mais par business, qui sont plus là pour voir avec le business comment le business doit se transformer pour en faire le meilleur usage. Leurs patrons, ce sont les directeurs généraux d'activité. Et ces directeurs généraux d'activité, ils sont juste à côté de moi au comité exécutif. On est au même niveau, et les Chief Digital Officers, en fait, reportent au patron d'activité. Ça, c'est notre histoire, parce que dans notre business, l'IT est ancienne. Et je pense que c'est vrai dans un certain nombre d'entreprises, par exemple comme les banques, les télécoms, etc. Après, il y a un autre aspect. Il y a le Chief Digital Officer qui a une mission marketing, business. Et quelque part, finalement, il fait la stratégie d'entreprise. Parce que pour certaines entreprises, la stratégie, c'est le marketing, c'est le produit. Notamment le retail, le luxe, mais même aussi un peu les telcos. Ce genre. Donc là, on peut avoir un Chief Digital Officer, mais d'une autre nature. On pourrait l'appeler, c'est directeur de la stratégie. Chez nos collègues d'IAG, donc, qui regroupent British Airways, Vueling, Aer Lingus, etc., dans leur tour de table, ils ont quelque part l'IT qui s'appelle un business service pour l'ensemble des métiers, mais autre part, ils ont un patron de la stratégie qui est aussi le patron digital. Et en fait, pour eux, le Chief Digital Officer, c'est le Head of Strategy. Ça se conçoit bien. C'est intéressant comme concept. On va trouver ça chez Accor, chez L'Oréal, etc. Puis après, il y a un troisième cas de figure qu'on voit encore, qui existe, c'est des entreprises pour lesquelles l'IT, les technologies de l'information, au fond, c'est quand même un peu nouveau. C'est-à-dire que, OK, on a fait la finance, les RH, la supply chain, mais au point d'aller distribuer l'IT à tous les utilisateurs avec des devices, du réseau, etc., ça, c'est vraiment nouveau. Et pour entraîner la transformation, parce qu'elle ne vient pas de soi, parce qu'il y a des résistances, ils ont besoin d'un Chief Digital Officer qui va mener cette transformation, cette évangélisation. Parfois, c'est DSI. Par exemple, mon collègue Yves Le Gélard, il est à la fois CDO et DSI. Chez Engie. Hein. Chez Engie. Voilà. Donc, je pense qu'il y a plusieurs histoires différentes. Surtout pas se mettre en situation de compétition, c'est complètement ridicule. Et d'ailleurs, c'est de moins en moins le cas et probablement plus vraiment le cas. On apprend les uns des autres. Il y a tellement de travail à faire, de toute façon, que franchement, moi, je suis très heureux, par exemple, que chez Air France KLM, on ait un patron du digital pour le commercial. C'est un domaine énorme, immense. Et moi, je ne suis pas compétent d'en savoir s'il faut faire un rectangle vert ou rouge en haut à gauche, ou s'il faut faire la cinématique comme ci ou comme ça. Il y a des gens très bien pour faire ça. À l'industriel, il y a un Chief Digital Officer. Pourquoi ? Parce que les business platforms, qui sont des digital business platforms, qui vont complètement changer la nature même de ce que vend l'industriel chez Air France KLM, nécessitent
au niveau de l'état-major de l'industriel, un Chief Digital Officer. Et ce n'est pas à moi de faire ce boulot. Par contre, je m'entends super bien avec lui, on est très très proches et on travaille ensemble main dans la main. Voilà. Très bien. Alors, quels sont les grands sujets qui préoccupent en 2019 les DSI ? Alors les sujets, c'est sans être exhaustif, on a fait, il se trouve qu'il y a quelques temps, on a fait un petit tour de table avec les membres du conseil d'administration du SIGREF et c'était marrant parce qu'on demandait à chacun, on est 15, hein, on disait quels sont les 3 sujets qui sont majeurs pour toi. Après, quand on a fait le bilan, on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup de convergences. Il y a un premier sujet qui est comment gérer une demande business qui est gigantesque, énormissime. Enfin, chez nous, par exemple, la demande, pas loin de 400 millions d'euros, je peux en financer 250 ou 260. Donc, alors c'est une très bonne nouvelle. Ça pose des questions quand même aussi sur la valeur, sur la sélectivité, sur le portfolio management, etc. Mais enfin, quand même, comment on gère une demande qui est énorme? C'est une première préoccupation. Il y a une deuxième préoccupation qui va avec la précédente, c'est, du coup, comment s'assurer qu'on est effectif, efficient, et qu'on fait le maximum avec le minimum, que les démarches d'agilité, par exemple, qu'on a mises en place, et chez nous, c'est extrêmement développé, parce qu'on a à peu près 350 product teams, ça mobilise 3000 personnes, donc c'est énorme. Comment s'assurer qu'on est productif et qu'on n'arrive pas dans une phase où, par les rendements décroissants, cette vieille règle de l'économie qui n'a pas changé, finalement, on génère sa propre graisse et sa propre inefficacité. Donc, j'allais dire que pour faire face à l'énorme demande, il faut être très efficace. Évidemment, il y a des sujets plus techniques qui sont sur nos agendas. La sécurité. Je ne vais pas trop insister, mais je pense que là-dessus, on est tous mobilisés, c'est compliqué. Il y a de la régulation, mais il y a aussi des menaces tous les jours, par milliers. Bon. Donc, comment on y fait face? Comment on s'en protège? Est-ce qu'il faut s'assurer? Enfin, voilà. Il y a la question des data. Quelle politique de données? Et comment on en parle dans l'entreprise? Et comment on gouverne la data dans l'entreprise, avec le rôle de l'IT d'un côté, mais aussi le rôle des business de l'autre. De plus en plus des préoccupations réseau, explosion de la demande réseau. Entre 2015 et 2019, la consommation Internet dans le monde a été multipliée par 2. En volume, en largeur de bande, c'est la même chose dans les entreprises. Et quand on est international et qu'on a des milliers de sites, nous on n'en a pas des milliers, on en a 800, mais ils sont dans des endroits compliqués qui s'appellent les aéroports. Comment on fait pour avoir la ressource et délivrer du 50, 100 mégabits? Ça ne paraît pas beaucoup parce qu'à la maison, on a au moins ça. Mais quand on est dans des aéroports au bout du monde, à Irkoutsk, par exemple, avoir du 20 mégabits, c'est compliqué. Et puis le dernier point, qui est probablement the most important one, c'est les ressources humaines, c'est les people. Alors ça par contre, c'est le gros, pour moi, c'est le gros challenge, la préoccupation numéro 1, pas de recette magique. Une situation en France qui se détériore en termes d'accessibilité aux ressources, une prise de conscience, j'allais dire moyenne, des autorités publiques, parce que je ne suis pas sûr qu'elles mettent le sujet au bon niveau. Enfin, c'est un avis personnel. Dans les grandes écoles et les universités, il y a une vraie mobilisation, mais ça prend du temps. Le SIGREF participe au comité d'orientation stratégique des grandes écoles. Je peux vous dire qu'ils réfléchissent beaucoup pour accélérer le développement des ressources, mais c'est difficile. Et donc, comment on va faire? Alors, on est concurrents, hein, parce que vous recrutez, nous on recrute tous. Hein. Donc, c'est la guerre. Et la solution ne se trouve pas nécessairement en Inde, en Chine ou ailleurs. Oui. Il y a une vraie question là-dessus, d'ailleurs. Pour attirer les talents, on crée sinon une Digital Factory. Absolument. C'est un peu l'actualité. Voilà, exactement. Bon, oui, bien sûr, ouais. Tous les moyens sont bons pour attirer les jeunes talents, mais les jeunes talents sont plus du tout structurés comme ils pouvaient l'être il y a 30 ans. Donc, ils sont là pour 3 ans et on sait que le risque qu'ils partent est grand. Donc, sinon, ils veulent monter des startups, comme le disait tout à l'heure Emmanuel. Absolument. Ils veulent monter des startups et on peut les comprendre. Donc, il faut recruter des gens de 60 ans, peut-être. Pourquoi pas? Des talents. Non, pourquoi pas? Mais il faut aussi réfléchir à nos propres moyens de formation interne. L'université, alors pas mal d'entreprises construisent aujourd'hui leurs propres moyens de formation interne en lien avec les universités ou les écoles, monter des partenariats, des chaires avec des écoles,
ne pas hésiter à tenter l'expérience de, comme on dit, reskiller, disons, changer, enfin, donner un nouveau profil à des agents, à des employés de l'entreprise qui n'étaient pas IT au départ. Et nous, on tente ce coup-là. L'AEG, d'ailleurs, je vois Philippe a ouvert une école en interne pour recycler, proposer de nouveaux. Et on le fait avec des universités dont on a un partenariat avec. Ça sera la deuxième promotion qu'on va faire. Des gens qui étaient à la piste ou qui étaient au sol et qui avaient toujours rêvé toute leur vie de faire de l'IT, mais qui n'avaient jamais osé. Il y a le défi des femmes, numérique, qui a été initialisé fortement par le SIGREF. Comment engager dès leur plus jeune âge les jeunes filles à se tourner vers les métiers de l'IT et du numérique. Le ratio actuel, il est dramatique, c'est moins de 20%. Moins de 20%, c'est fou, quoi. On se prive d'un potentiel énorme. Donc pour moi, je l'ai cité en dernier parce que c'est probablement le plus important. Ok. Donc s'il fallait résumer, parce que là je crois qu'il nous reste 1 minute avant les questions-réponses, comment résumeriez-vous les indispensables de la DSI et du DSI ? Alors la première chose, c'est, je crois, de constamment se poser la question, est-ce que je comprends le business ? Est-ce que je suis toujours en lien avec le business ? Est-ce que, même en tant que DSI, je peux me considérer comme ayant une certaine expertise sur le business de mon entreprise ? Si je ne comprends pas le business en profondeur, je vais avoir des problèmes. Donc passer du temps avec le business autant qu'on peut et le faire pas seulement soi-même mais toutes ses équipes, je crois que c'est la première vertu. Et le digital, alors ça, là-dessus, le digital nous aide beaucoup parce que le digital c'est une projection directe vers le client, vers les agents. Voilà. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est humilité maximum. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, ça va très très vite, il y a des risques. Donc, soyons modestes, prenons les choses une par une. Moi, j'aime pas trop le marketing des DSI. Il y a un prix du marketing de la DSI qui existe. Alors, moi, j'ai jamais participé à ce prix-là, j'aime pas ça. Je préfère être modeste à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. Bon. Et puis le troisième aspect, c'est essayer en permanence de se redéfinir une vision. Autrefois, on faisait des schémas directeurs à 5 ans. Puis après, on faisait le grand plan d'exécution. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à 5 ans. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à 5 ans en se disant, c'est en termes de stimulation intellectuelle, il faut faire ce travail. Et puis se dire tout de suite, du coup, je fais quoi l'année prochaine ? Et qu'est-ce qui est prioritaire ? Moi, j'ai des priorités pour l'année prochaine, précises, en dehors de servir le business, bien sûr. J'ai des priorités pour l'IT, parce que je sais ce qui va venir dans les 3, 4, 5 ans. Par exemple, la démographie des équipes IT, et ça c'est vrai pour tous les membres du SIGREF, notre démographie de l'IT est marquée justement par le fait que l'informatisation a démarré dans les années 70-80. On a beaucoup de gens qui vont partir en 2025, 2030, beaucoup. Comment on va faire ? C'est une opportunité, c'est une menace. Si je n'ai pas la vision à 2025, je ne sais pas ce que je dois faire dès l'année prochaine. Les former, trouver des solutions de sourcing, etc. Donc voilà, la vision, pour moi, c'est le troisième point absolument majeur sur lequel on doit focaliser notre travail en tant que DSI. Parfait. Merci encore. Merci à vous. On peut vous applaudir.